aussi? Oh là 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 là. Yeah. Oh, Ah, oh, ce que c'est compliqué. tu es génial. Eh ben, dis donc, hein. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour te mériter quand même, hein? Aïe, aïe, aïe. Et moi, pour vous joindre, quelle Eh oui. complication. T'as fait quoi alors? T'as couru? Non, j'ai éteint la box, j'ai rallumé la box, voilà. Ah, d'accord, d'accord. Mais je suis là, c'est Bravo. l'essentiel. Bah, Voilà. félicitations. On t'attendait. Donc, ben, je vous remercie de m'avoir patienté, de m'avoir attendu. Bon, j'étais partie pour finir. Voilà, Ouais. Brigitte est partie, oui. Oui. D'accord. Bah, peut-être on va lui mettre un mot sur l'atelier cuisine. Lui dire que je suis là, enfin bon, comme elle veut. Parce que j'ai toujours pas pu mettre la recette de ce matin en ligne, ça ne veut pas charger. Donc, voilà. C'est un jour sans, donc on va faire avec le sang. Voilà. Pour les cœurs, allez. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais continuer sur les calories, mais je voulais parler des calories par rapport au sport. Vous savez, dans les précédentes vidéos, là, les deux précédentes, on a parlé des calories Oui, entrantes, donc oui. consommées, Hum, et puis hum. les calories sortantes, donc celles que l'on dépense, soit en métabolisme de base, soit par l'activité physique. Donc, ce que j'aimerais, c'est parler justement de ces dépenses par rapport à l'activité physique, parce qu'on entend partout que si on fait du sport et qu'on se dépense, eh ben forcément, on va perdre du poids. Donc, je voudrais Voilà. voir si c'est scientifiquement prouvé ou pas. D'accord? Pour que vous soyez sur des bonnes bases. Alors, vous vous doutez un petit peu de ma réponse, mais c'est pas grave, je vais Oui. l'expliquer quand même. D'accord? Et puis, vous me posez les questions à la fin si vous en avez. Donc, en dehors du métabolisme de base, donc on a détaillé, là, je sais plus, il y a 2 jours peut-être, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que d'abord, est-ce que l'être humain se dépense moins qu'avant? Ça peut être une des questions qu'on pourrait se poser. Et puis, on pourrait se poser aussi la question de, par exemple, quel rôle joue l'activité physique dans la perte de poids ou la prise de poids? Ça peut être une autre question qu'on pourrait se poser. Donc, vous allez voir que les choses sont moins évidentes qu'il n'y paraît. C'est bien pour ça que je vous disais qu'on a beau dire aux gens nage mieux et noie-toi moins, que ça ne marche pas forcément. D'accord? Donc, historiquement, on l'a vu hein, de toute façon au début de ces séances vidéo, là, quand j'ai commencé le pouvoir de l'alimentation, quand on a fait la partie histoire de l'espèce humaine, en fait, eh bien, j'ai expliqué que, d'ailleurs, ça se réfère, je pense que ça ne se réfère pas seulement à l'humain, c'est toute l'espèce animale. Hein. Si on fait un bilan, pour moi, c'est toute l'espèce animale. On a tous évolué oula, en lien avec une activité physique que l'on considère encore aujourd'hui d'ailleurs hein, comme très soutenue, si on regarde l'histoire de l'humanité ou l'histoire du monde, on va dire, pour être plus général. Je pense que, alors peut-être je m'avance si je dis 95%, parce que peut-être c'est passé à 93 ou 92%, mais 95% de l'histoire des Homo sapiens en tant que chasseurs-cueilleurs, eh bien c'était marcher, c'était courir, c'était chasser, creuser, grimper. Avec l'invention de l'agriculture, même si on y reviendra quand on fera l'histoire de l'homme aujourd'hui, l'activité physique, c'est sûr, elle avait changé, mais elle n'avait pas baissé. Hein, en tant que volume, en tout cas, d'intensité physique, parce que pour la majorité de la population, les travaux des champs, c'était intense, hein, c'était resté très physique. En fait, jusqu'à la mécanisation. Je pense que c'est ça qui a fait la baisse de l'activité physique, c'est la mécanisation, j'en suis même certaine. Et la mécanisation, c'est très récent, en fait. Hein. Donc, je vais dire que le changement de paradigme, c'est intervenu avec la révolution industrielle, en fait. Voilà. Mais surtout, au cours du XXe siècle, pardon,
j'essaye de chercher une image parlante en fait. On a vraiment transféré une partie de l'énergie que l'on dépensait autrefois physiquement, avec nos bras, avec nos corps, sur des sources d'énergie externes en fait. Parce que si on regarde la première source d'énergie externe que l'on a cherché à utiliser, c'est le pétrole. On l'a utilisé pour se déplacer avec la voiture par exemple. Et puis après, on a exploité l'électricité dans nos tâches quotidiennes, ne serait-ce qu'avec l'électroménager. Hein. Moi, je ne passe pas une journée sans faire bzzz avec mon blender. Là. Donc, pour produire notre nourriture, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on a absolument non seulement tout mécanisé, mais en plus utilisé de l'énergie externe à la nôtre. Alors, il y a des chercheurs en fait qui ont expliqué la mécanisation de nos tâches ménagères, donc avec par exemple le lave-linge, le sèche-linge, le lave-vaisselle, les appareils de nettoyage, mais aussi l'électroménager. Ils ont chiffré, ça représente une perte depuis les années 1960, donc vous voyez, c'est très récent quand même, hein, 1960 à 2020, il y a 60 ans. 60 ans. Eh bien, en 60 ans, on a perdu 360 calories par jour de dépensées. Juste avec la mécanisation. C'est énorme, hein, 360 calories, c'est plus que mon petit déjeuner. Donc, 360 calories dépensées en moins par jour. Alors, on parle des pays développés, bien sûr. Contrairement aux calories avalées, alors j'ai analysé là, le week-end dernier des tableaux. Je vais vous faire des vidéos où je vous montrerai ces tableaux de chiffres de l'évolution des calories consommées dans plusieurs pays et au fil des années. C'est impressionnant. Donc, dans une vidéo, je vous montrerai l'évolution des calories consommées sur plusieurs décennies. Et en fait, on se rend compte dans les études que les scientifiques n'ont pas vraiment mesuré la quantité d'énergie dépensée quand on fait une activité physique, je veux dire globalement, en tout cas dans le passé. On n'a que des chiffres très très récents, depuis que vraiment les gens se sont mis au sport, donc dans les années plutôt 70, 80. Et pourtant, ils sont déjà très très parlants, contrairement aux calories avalées. Alors, vraiment, je ferai une vidéo là-dessus, hein, sur les décennies d'évolution des calories ingérées. Et donc, les dépenses mesurées, enfin les dépenses énergétiques en calories dépensées dans l'activité physique, c'est des chiffres qui sont tout récents. Et donc, je vous disais que pourtant, ils sont très parlants. Parce qu'il faut savoir que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit le minimum d'activité physique pour un adulte à faire par semaine pour maintenir un poids de 150 minutes d'endurance. Alors, d'endurance modérée, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors déjà, à quoi ça correspond 150 minutes d'endurance modérée? Ça correspond à 75 minutes d'une activité où on ne s'essouffle pas, ou bien alors 3 fois 50 minutes de jogging à vitesse moyenne, c'est-à-dire à peu près 8 km/h, ou bien alors à 30 minutes de marche rapide, donc plutôt 9,5, 3 fois par semaine, ce qui est pas beaucoup, hein, vous êtes d'accord avec moi, comme comparé à ce que faisaient nos ancêtres. Mais même ce niveau de base moyen des gens qui stabilisent leur poids, en fait, il faut savoir que 150 minutes, ça n'est pas atteint par des centaines de millions de personnes autour du monde. Donc, ça veut dire qu'on est en dessous de cette moyenne-là. D'ailleurs, on retrouve dans les chiffres de ces pays, donc les pays les plus inactifs, les plus forts taux de surpoids et les plus forts taux d'obésité. Alors, si je vous parle en termes de chiffres vraiment parlants, on est toujours en train de dire que les Américains sont les personnes les plus fortes de la planète. Pourtant, aux États-Unis, le taux d'obésité est de 40%, c'est-à-dire 40% des Américains sont en taux d'obésité.
Mais à côté de ça, les Brésiliens sont à 47% de personnes en taux d'obésité. Et puis, il y a encore au-dessus, les Saoudiens sont à 53%, c'est-à-dire que plus de la moitié de la population est en obésité. Je ne parle pas de surpoids, je parle d'obésité. Et ceux qui ont eu le summum, c'est les Koweïtiens avec 67%. Donc, c'est sûr que nous, on est en dessous de ce niveau moyen, peut-être parce qu'on a un taux d'activité supérieur. En France, si on prend l'étude nationale sur le sujet, qui s'appelle, c'est un prénom masculin, c'est l'étude d'Esteban. Eh bien, on note qu'il y a une forte diminution en fait de l'activité physique, notamment chez les femmes. Rien que pour si on prend la 2010-2020, enfin c'est 2008-2018 l'étude, on a une explosion du temps passé sur les écrans. En 2008, 53% des adultes passaient plus de 3 heures devant les écrans, alors qu'en 2018, on était passé à 80% d'adultes qui passaient plus de 3 heures par jour sur les écrans. Et je parle bien en dehors du travail, c'est-à-dire en temps de loisir. Et en France, si on prend les études nationales sur ce sujet-là, eh ben, on peut comparer avec le nombre de personnes qui font une activité physique. Et en fait, c'est en deçà des 150 minutes préconisées par l'OMS, puisqu'on est, je crois, on est à moins de 20% de la population. Alors, j'ai plus le chiffre en tête exact, mais moins de 20% de la population française qui atteint les 150 minutes de sport modéré par semaine. Donc forcément, ça joue. Après, il y a d'autres indicateurs qui permettent de mesurer cette évolution, comme il y a eu une étude, par exemple, enfin pas une étude, plusieurs études sur les… Alors c'est une étude qui m'a particulièrement intéressée parce que ça parlait des jeunes, des enfants, et puis c'est notre avenir, mais qui mesurait en fait les capacités cardio-respiratoires des jeunes. Et donc, les chercheurs, en fait, c'est des chercheurs australiens qui ont compilé les données de 25 millions d'enfants de 19 pays différents, qui montraient en fait que les 9-17 ans, donc tranche âge entre 9 et 17 ans, avaient perdu plus de 20% de leur capacité cardio en 40 ans. Donc, cette baisse, en fait, une bonne partie de cette baisse est tenue forcément à la prise de poids de ces enfants-là. Et en fait, ça montre bien que c'est un cercle vicieux, puisque les enfants sont en surpoids, donc ils ne font pas de sport ou moins de sport, parce que c'est compliqué tout simplement physiquement. Et donc, en faisant moins d'activité physique, eh ben, ils consomment plus. Et alors, je vais vous montrer, j'ai fait un petit dessin, mais vraiment, si on ne casse pas ce cercle et puis qu'on n'inclut pas dans le cerveau la possibilité d'un autre chemin, c'est un cercle sans fin. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres paramètres qui interviennent, mais globalement, en fait, on est moins actif physiquement que par le passé. Et ça, il faut l'admettre. Donc, il y a une sédentarité qui s'est installée parallèlement au développement économique des pays, en fait, tout simplement. Alors, est-ce que pour autant, c'est ce système de développement économique qui est responsable de la prise de poids ou de l'obésité dans le monde? Moi, je suis très, très douteuse à ce niveau-là. Est-ce qu'il suffit de faire du sport pour perdre le surpoids? Je ne suis pas d'accord non plus. En fait, il y a vraiment, quand je me suis plongée là-dedans, j'ai été impressionnée. C'est vraiment, il y a une immensité d'œuvres, de travaux, de recherches
qui montre que ce minimum d'activité physique recommandé par l'OMS, donc 150 minutes par semaine modérée, sans un changement d'alimentation, par ailleurs, d'accord, n'a absolument aucun effet notable sur la perte de poids. Donc, il faut avoir au moins le double, voire le triple d'activité physique, soit 425 à 500 minutes par semaine, pour avoir des effets au minimum significatifs, s'il n'y a pas de changement alimentaire, sur le corporel. Donc, il faut savoir qu'en plus, on a un… Est-ce que je vais dire un gros problème? Oui. Je vais dire un gros problème sur le lien entre le sport et la perte de poids que les chercheurs utilisent pour exprimer en fait des exercices pratiques. C'est que quel type de sport pratiquer? Alors, en général, les études les plus sérieuses, c'est sur la course à pied. Pour que, en fait, tous les participants des études puissent d'abord suivre ces courses à pied sur le long terme, en quelque sorte. Et puis après, bon, il existe quelques études sur des gens qui ont perdu du poids en faisant différents sports, comme j'en ai vu quelques-unes, une petite centaine sur la musculation. Il y a une bonne cinquantaine d'études sur les gens qui font du HIIT, vous savez, le truc 30 secondes d'intensité forte, 10 secondes de récup, 30 secondes, etc. Du crossfit aussi. Mais elles sont très nombreuses, elles sont faites sur des courtes durées. Et puis, vous êtes d'accord avec moi, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la perte de poids sur le long terme. Voilà, juste perdre du poids pour la saison, ce n'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est que ça perdure. Et il y a un autre problème, selon moi, par rapport à l'exercice physique différent, c'est qu'on doit prendre en compte quand on a pour objectif une perte de poids, c'est les comportements de compensation. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les comportements de compensation. Je ne suis même pas sûre qu'on en ait déjà parlé. Les comportements compensatoires, ce sont d'une part, quand on… Comment je peux vous expliquer ça simplement? Lorsque certaines personnes pratiquent un sport un minimum intense, eh bien, elles vont avoir tendance à compenser le reste de la journée, si par exemple elles font ça le matin, d'elles-mêmes, en fait, de façon inconsciente, à réduire leur activité physique ou leur mouvement non sportif, ce qui fait qu'en fait, à la fin de la journée, le taux de calories dépensé par l'activité physique du matin va pas forcément être supérieur à une journée traditionnelle ou à une journée d'un sédentaire. Et d'autre part, les effets de l'exercice sur l'appétit vont varier d'une personne à l'autre en augmentant chez certaines, voire pas du tout chez d'autres, tout ce qui est fringales, satiété, etc. D'accord? Donc, il y a certaines études qui semblent indiquer que les femmes… Alors, est-ce que c'est des études misogynes ou pas? Je ne sais pas. Mais toujours est-il, moi, je pense que c'est plutôt hormonal. C'est pour ça que ça joue plus sur les femmes. Mais les femmes ont plus tendance à augmenter, en fait, leurs apports caloriques que les hommes en compensation du sport qu'elles ont fait. Ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est qu'il sera toujours plus rapide d'avaler 900 calories avec un burger, une frite et une boisson que de dépenser 900 calories en allant courir 1h20. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, d'abord, ça prend moins de temps, puis c'est plus rapide, et puis en général, c'est plus apprécié par les gens. Donc, est-ce qu'il serait inutile de faire du sport, d'être physiquement actif pour tout ce qui concerne la gestion de poids? Moi, j'ai le droit de rire là, hein parce que, bien sûr, ce n'est pas vrai. Il faut faire du sport, c'est évident. Je parle, même sans parler des incroyables bénéfices pour la santé que le sport va vous apporter. Voilà, sans compter tous les autres paramètres, en fait, hein,
en fait, le sport apporte vraiment, je crois, je ne sais même pas si on pourrait les compter, mais d'innombrables bienfaits sur le corps. Donc, outre la perte de poids, il faut aussi contenir son activité physique, en fait. Et il y a un dernier concept, peut-être qu'on n'en a pas encore parlé, qui est à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le flux énergétique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran, je vais vous montrer un petit peu comment je représente le flux énergétique. Hop. Si j'y arrive. Est-ce qu'il va bien vouloir partager? Hop. Est-ce que par hasard vous voyez mon écran? Oula! Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réouvrir son micro et me dire s'il voit l'écran? Non, on voit rien. Ah, ça charge. Ah! Est-ce que vous voyez mes petites figurines? Là, c'est bon, moi, je le vois. Super. Alors, attendez. Ça, je vais l'effacer. Ça, normalement, on n'en a pas besoin. Voilà, comme ça. Ok, super. Donc, vous voyez, je vous ai fait deux petits personnages là. En fait, ce qu'on appelle le flux énergétique, c'est ce que des chercheurs utilisent pour exprimer les besoins d'une journée, en fait. Donc, si je traduis ces deux profils, on a sur le côté gauche une personne qui consomme 1500 calories sur la journée et qui dépense 1500 calories, mais qui a plutôt un profil sédentaire, c'est-à-dire qu'il va faire un travail plutôt de bureau peut-être, ou assis derrière un ordinateur, ou des choses comme ça. Et donc, il va avoir un flux énergétique faible, et vous allez voir que ça joue sur l'appétit. Et à côté, on a un profil… Ou de la rue, tu peux le faire. Comment? Qu'est-ce que tu disais? Pardon. Ah, je croyais que tu me posais une question, Thérèse. Je parlais à Calypso, pardon, j'ai oublié. D'accord. Non, mais je t'en prie, je t'en prie. Et donc, à côté, on a le profil de quelqu'un qui est sportif, je disais, qui, elle, va consommer 3000 calories par jour, mais va en dépenser aussi 3000 avec son activité physique. D'accord? Et donc, en fait, le principe, c'est que la personne qui veut faire une perte de poids, on va lui demander de réduire ses calories par rapport à ses dépenses. Donc, par exemple, la personne qui est sédentaire, on va la passer à 1200 calories si on fait une réduction de 300 calories sur la journée. Et la personne qui est sportive, pareil. Alors, est-ce que maintenant, leur corps va réagir de la même façon face à la perte de poids? Alors, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on a expliqué, comment les corps réagissent quand on fait une activité physique? Qu'est-ce qui se passe quand on fait une activité physique dans le corps? Où est-ce que le corps va chercher son énergie? Dans les aliments? Dans la matière grasse, dans la graisse, la matière grasse et le gras qu'on a, l'énergie. Voilà, dans le gras qui est stocké en fait. Le gras qui est stocké, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, le foie en fait va transformer les graisses de stockage pour les envoyer en glycogène dans les muscles. Alors, à votre avis, est-ce que la personne qui a un déficit calorique avec un profil sédentaire va perdre aussi vite que la personne qui a un profil sportif? Non. Ah, non. La sportive va perdre plus rapidement. La sportive va perdre plus rapidement. Facilement. Par rapport à sa capacité musculaire, en fait, et donc à son flux énergétique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les études montrent
que le flux énergétique élevé permet de contrôler l'appétit. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a tout un mécanisme de contrôle dont on a déjà parlé avec les hormones, etc., qui est capable d'adapter assez naturellement les calories avalées avec le niveau de dépense physique, mais seulement jusqu'à un certain seuil. Ce qui fait que quand on est en dessous d'un certain seuil d'activité physique, donc de dépenses énergétiques, on a beaucoup plus de mal à se réguler par rapport aux dépenses. Alors, si je veux être simple, en fait, si on est vraiment trop sédentaire, c'est-à-dire inactif, eh bien, la régulation de l'appétit et de la satiété va se dérégler à cause de nos hormones, parce qu'on n'a pas cette régulation avec notre capacité musculaire. Et il devient alors beaucoup plus, facile de manger plus que ses dépenses, du point de vue de l'évolution, d'accord ? Alors, c'est très logique en fait, parce que c'est rapport à ce flux énergétique et la condition humaine, la condition de la biologie, de la physiologie humaine, dans des environnements, si on regarde l'histoire de l'humanité, où l'activité physique a toujours été très très élevée. Et donc, c'est pour ça que les études montrent surtout une efficacité de l'activité physique pour maintenir soit la perte de poids, soit la stabilité du poids à long terme, plutôt qu'une prise de poids. Et dans un scénario de perte de poids où une personne utiliserait le déficit calorique, donc là par exemple j'ai donné l'exemple de 300 calories par jour, eh bien ce résultat sera pas du tout le même si elle est sédentaire ou si elle est sportive, en fait, tout simplement. Parce que ça va jouer sur son appétit. Et quand on a un haut niveau de sport, en fait, on a moins faim. Et en plus, il y a autre chose qui fait que quand on fait du sport régulièrement, on cherche à modifier son alimentation parce qu'on cherche à récupérer physiquement, on cherche à comprendre. Donc, en fait, on s'informe sur notre composition corporelle, comment on peut l'aider, comment on peut travailler sa masse musculaire, puisque comme on travaille l'activité physique, eh bien en fait, on veut maintenir notre masse musculaire puisqu'on sent que ça nous rend tonique, etc. Donc, pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent sur ce sujet-là des calories, quand on avale plus de calories quand on a du poids à perdre, mais qu'à côté de ça, le deal, c'est de beaucoup plus se bouger et donc de créer un métabolisme basal plus efficace, plus fort, eh bien, il faut absolument avoir une dépense énergétique et musculaire supérieure. Enfin, c'est mieux, en fait, non pas de diminuer simplement ses apports caloriques, mais d'augmenter son activité physique. Voilà, donc il y a des choses qui sont un peu absurdes dans ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, en fait, dans ce qui nous entoure, dans la communication aujourd'hui, puisqu'il y a vraiment une forte corrélation entre l'explosion du surpoids ou de l'obésité et une nette augmentation des apports caloriques moyens dans la plupart des pays. Alors, je vous montrerai vraiment d'autres graphiques. Là, j'ai travaillé sur des graphiques où on explique la prise de… Hop là, je vais revenir un petit peu avec vous. Où on explique la prise de poids par rapport à la prise de calories, en fait, l'augmentation de calories, pardon, oui, il faut que je parle français. En tant que consommation dans les pays, c'est absolument impressionnant. Alors, comme en plus on a diminué notre activité physique, voilà. Donc, en 50 ans, l'activité physique a chuté vertigineusement et l'augmentation des calories a augmenté. D'où cette phrase « manger moins et bouger plus », mais qui n'est pas en corrélation en fait. Et donc, si je reviens sur les effets que la sédentarité peut avoir comme problème sur les maladies cardiovasculaires,
ce n'est pas forcément la sédentarité qui est la principale responsable de l'obésité aujourd'hui ou du surpoids. Ce serait plutôt, je dirais, un facteur très aggravant, facilitant surtout peut-être le fait de manger plus, comme on l'a vu, hein, même si on mange peu de calories, mais si on est sédentaire, l'appétit n'est pas du tout régulé. Donc, ça dérègle l'appétit et donc, on mange plus naturellement. Donc, il est fondamental, même au-delà de l'activité physique, d'être plus simplement très actif sur la journée. Oui, voilà. Le plus actif possible, en fait, au fil des journées. Avec en plus une grande diversité de mouvements, en fait. Parce que plus vous sollicitez les différents muscles de votre corps, plus, et ça on le voit quand on fait du pilates, plus vous allez dépenser des calories naturellement. D'accord ? Voilà. Donc, il ne faut pas attendre exclusivement de l'activité physique qu'elle nous fasse perdre du poids, mais plutôt qu'elle nous construise des muscles pour pouvoir, nous, après, brûler des calories. Alors, est-ce qu'il y a encore un dernier point que je voulais avoir? Oui, avec vous. Il faut savoir que comment j'essaie toujours d'arrondir les angles parce que parfois je suis un peu crue dans ce que je dis, mais par opposition totale avec tout ce consensus scientifique que je viens de vous évoquer, eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des industriels de l'agroalimentaire défendent totalement l'idée que tout n'est pas une question de manger, non, que tout est une question de manger moins et de bouger plus. C'est vraiment eux qui prônent cette phrase-là, et qu'un manque d'activité physique est responsable du surpoids et qu'on n'a pas besoin de changer son alimentation et de ne surtout pas arrêter leurs produits hyper industrialisés, hyper transformés, etc. D'accord ? Je vais vous citer un exemple qui va tous vous parler, en fait. Hein. Vous avez déjà vu des gros événements sportifs médiatisés dont les publicitaires, ceux qui payent en fait les banderoles, etc., sont Coca-Cola ou bien Red Bull, etc. Donc les gros industriels en fait qui ont beaucoup de sous et ils vont aller tabler aussi sur tout ce qui est événements locaux. Alors une des raisons pour lesquelles tous ces groupes financent abondamment ces compétitions sportives, c'est notamment qu'elles peuvent toucher les enfants, parce que qui est spectateur de ces trucs-là, c'est les enfants. Pour bien leur mettre dans la tête cette idée que le groupe Coca-Cola représente la meilleure boisson pour pouvoir faire du sport. Voilà. Et celle qui est vraiment la plus représentante, c'est vraiment le Coca-Cola, qui est je dirais, c'est le lobbying anti-science par excellence. Je me souviens, il y a quelques années, ils ont financé une pseudo-ONG qui s'appelait le Global Energy Balance, je crois, un truc comme ça. Donc c'était une ONG avec des enfants qui… Alors, comment ça fonctionnait ? Il faut que je me souvienne exactement des termes qu'ils employaient, mais normalement, en fait, le but de cette organisation non lucrative, d'ailleurs, c'était comme ça que c'était… Donc, les responsables, en fait, avaient mis plusieurs millions de dollars dans cette ONG qui était censée, en fait, faire avancer la science et les recherches sur le surpoids et l'obésité. Et quand on lit leur rapport et qu'on écoute les conférences qu'ils ont fait à l'époque, leur discours, en fait, consistait à défendre l'idée que le manque d'exercice était le principal responsable du surpoids et de l'obésité et qu'il n'y avait donc pas besoin, en fait, d'arrêter de boire du Coca-Cola, du soda ou bien d'avoir…
un changement au niveau de l'alimentation industrielle en général. Hein. Et ça, c'est une ONG qui a fermé suite à des révélations, en fait, dans le... Alors, c'était le New York Times à l'époque qui avait fait ces articles avec preuve à l'appui. Et en fait, dans le New York Times, en fait, il montrait que ces responsables, en fait, ne pensaient qu'à une chose, c'est mettre dans la tête des gens qu'ils pouvaient continuer à mal manger s'ils étaient en surpoids, c'était à cause du manque d'activité. Et donc, ils faisaient des campagnes publicitaires autour de la planète et à grands coups de matraquage de communication, en fait, parce qu'il fallait comprendre en fait que la philosophie qui se cachait derrière ce discours, c'est que tout n'est donc qu'une responsabilité individuelle et que les industriels, eux, n'avaient pas à être régulés pour compenser le soi-disant manque de volonté des consommateurs, en fait. Hein. Ce qui est bien entendu faux. Hein. Vous le savez maintenant, à force que je vous parle, je vous explique ça. Donc, d'abord, on l'a déjà vu. Il me semble que j'ai bien expliqué ça dans la vidéo sur le cerveau. Et donc, vous avez compris que ce n'était pas juste une question de motivation personnelle. Donc, voilà, je pense qu'on a peut-être fini. Oh là là, mais oui, on a dépassé l'horaire qui nous était imparti. Mais il faut dire, j'ai eu du mal à me connecter. Je ne sais pas combien de temps la vidéo a duré, mais voilà, on va reprendre un petit peu d'autres points sur les calories la prochaine fois. Je pense que ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est les calories dépensées dans la non-activité physique, si ça vous intéresse, avant de reprendre l'histoire de l'humanité actuelle, pour finir. Est-ce que ça vous va? Ah bah Thérèse a déconnecté. Est-ce que vous avez des questions, Lila et Angèle? Moi, je trouve très intéressant ce que tu as parlé. C'est vrai que moi, je me vois